Dans un instant, nous vous proposons d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 15 octobre 2020, avec le romancier Éric Reinhardt pour son livre Comédie française paru aux éditions Gallimard. Cette rencontre était animée par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue Éric Reinhardt et merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche. Nous étions ici même pour L'amour et les forêts il y a 6 ans, c'était en 2014. Ouais. Le temps passe. Il y a un roman que j'avais énormément aimé, comme celui-là d'ailleurs, Comédie française, donc le tout dernier aux éditions Gallimard, cette collection blanche. Donc vous êtes romancier, toujours éditeur d'art aussi, vous éditez toujours Oui, toujours. Oui, parce que c'est vrai que l'art, on va le voir aussi, est important également vous entendez bien, le micro il marche? Ouais. Dans ce livre. Moyen. Il faut que je m'en rapproche peut-être. Alors, vous aviez publié aux éditions Stock le Moral des ménages en 2002, Cendrillon en 2007. On aura sûrement l'occasion de parler de Cendrillon parce que je pense qu'il y a peut-être des petits points communs, enfin des passerelles avec ce livre, avec Comédie française. Le système Victoria également, et L'amour et les forêts avait obtenu le prix Renaudot des lycéens, le prix des étudiants en France Culture Télérama, et vous aviez publié en 2017 La Chambre des époux. Voilà. Donc Comédie française. Un livre éminemment foisonnant, riche, avec des correspondances un peu souterraines comme ça qu'on peut repérer. Si on lit évidemment la 4e de couve ou des critiques, on va évidemment comprendre qu'il s'agit d'un moment charnière de l'histoire de France, qui est 73-74, un moment où la France décide très malencontreusement d'abandonner Internet en route, vous nous direz pourquoi, et de partir sur la route du Minitel, qui en soi, à l'époque a marché un certain temps, mais on a vraiment loupé le coche, si je puis dire. Ça, c'est en effet ce qui est peut-être la colonne vertébrale du livre, mais moi je le vois déjà d'abord comme un livre où on suit ce parcours de Dimitri Marguerite, ce jeune homme qui, c'est pas un secret de le dire, puisqu'on le sait d'entrée de jeu, décède à 27 ans dans un accident de voiture. On va un peu remonter comme ça le fil de sa vie, son parcours professionnel, son parcours sentimental, sexuel également, son parcours aussi culturel, passionné de théâtre à un moment, s'intéresse à l'art aussi, beaucoup de mise en abîme dans ce livre, parce qu'à un moment donné, on sait qu'il veut écrire un livre, justement, on ne va pas en dire plus. Donc moi j'aimerais qu'on comprenne, très beau titre, Comédie française au pluriel, quelle est un peu la genèse du roman, c'est toujours intéressant de savoir ce qui préside au début de l'écriture. Et puis finalement, cet événement assez mal connu, je trouve, que Louis Pouzin, ce chercheur qui était très en avance par rapport à Internet et qu'on a malheureusement coupé dans son élan. Voilà. Je vous passe la parole, Éric Reinhardt. Merci. Merci à vous d'être venu. En fait, il y a eu plusieurs choses, plusieurs déclencheurs. Et moi, j'ai vraiment besoin, pour commencer un livre et pour pouvoir vraiment me mettre au travail, et même considérer qu'il y a un livre en moi, de plusieurs idées qui se mettent à dialoguer les unes avec les autres. J'ai vraiment besoin de cette opération en moi. J'ai rarement commencé un livre en ayant eu une seule idée qui aurait déclenché comme ça tout de suite l'écriture, éventuellement même un désir d'écriture sans trop savoir où j'irai, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une idée de forme. J'ai besoin de pouvoir apercevoir mon livre dans son ensemble, même si bien évidemment je n'en connais pas tous les méandres et le chemin à l'avance. Il y a beaucoup de choses qui se découvrent et qui se révèlent pendant l'écriture, mais ça part toujours de correspondance et de comme ça d'écho entre des intuitions, des situations, des pensées, des sentiments, parfois des colères, des indignations ou des réflexions que je peux me faire sur notre réalité contemporaine et des idées. Et donc là, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est cette brève sur laquelle je suis tombé dans Libération en 2013, qui annonçait qu'un ingénieur français, Louis Pouzin, allait être décoré par la reine d'Angleterre, pas mal, pour avoir été l'un des pères d'Internet. Je buvais mon café comme ça un samedi matin en bas de chez moi, et je me suis dit, tiens, c'est curieux, je ne savais pas qu'il y avait un ingénieur français qu'on pouvait considérer comme l'un des pères d'Internet. Ça m'a intrigué, et je me suis dit, dans ce cas, si on avait suffisamment de talent pour avoir cet ingénieur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi n'avons-nous joué aucun rôle dans l'invention d'Internet, dans la création d'Internet, et pourquoi aujourd'hui encore ne jouons-nous aucun rôle. Soudain, j'ai eu une sorte de fulgurance. Je me suis dit, mais alors, c'est qu'à un moment, peut-être dans un bureau, il y a eu une personne qui n'y croyait pas et qui a dit non à cette invention donc de Louis Pouzin, le datagramme. Parce que j'ai fait quelques recherches très vite
avec mon téléphone et j'ai vu en effet Louis Pouzin, inventeur du datagramme, la technologie sur laquelle repose Internet, écartée par les pouvoirs publics en 1974, un truc comme ça. Donc cette histoire, elle était relativement connue, mais disséminée dans plein de sites de geeks, connue des seuls spécialistes, et il n'y avait pas vraiment même de reportages ou d'articles de fond qu'on aurait pu trouver sur Internet, je sais pas, publiés par Le Monde ou le Nouvel Obs. C'était vraiment des choses comme ça, un peu éparpillées. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Il y a quelque chose là à aller chercher. Et dans la mesure où il y a quelque chose qui traverse vraiment toute mon œuvre, c'est cette question de l'impunité des puissants, des positions dominantes, des abus de pouvoir, la question de l'intérêt général versus l'intérêt particulier ou les intérêts corporatistes, et tout ça, je me suis dit que forcément, il y avait eu comme ça quelque chose de cette nature pour que voilà, l'invention de cet agenda français n'ait pas abouti en France ou en Europe à la création d'Internet. Je me suis juré d'identifier à ce moment-là, quand je buvais mon café, la personne qui éventuellement avait été responsable de ce fiasco. Une intuition me disait qu'il y avait forcément un responsable, même si ça serait difficile à trouver. Et là, j'ai vraiment été aiguillonné et j'ai eu vraiment envie de plonger dans cette matière pour voir de quoi il en retournait. Je poursuivrai sur cette voie un peu plus tard. Mais la deuxième idée que j'ai eue, j'étais au Théâtre de la Ville, à un spectacle d'Internet de Kersmaker, très beau. Et puis, je vois sur la scène une danseuse dont je me suis dit, mais son visage m'est familier, est-ce que ce ne serait pas cette jeune femme que j'ai croisée à Madrid dans la rue, quelques semaines plutôt, un peu plus que croisée, mais sans rien de plus. Et soudain, j'ai eu un doute, je me suis dit, mais c'est elle, c'est sûr. Et ça m'a intéressé. Et pendant le spectacle, qui était vraiment très très fort, et c'est drôle parce que souvent, j'adore le théâtre et la danse. Je suis concentré quand je vois des spectacles de théâtre et de danse, mais néanmoins, il peut y avoir des événements comme ça qui se produisent en soi, comme ça, des éclosions d'idées, de sensations que je peux exploiter après, plus tard. Et là, je me suis dit, ce serait dingue, en fait, écrire une histoire où un homme rencontrerait une femme à différents endroits, successivement, à Madrid, par exemple, au Théâtre de la Ville, et puis encore dans un autre endroit, et ce personnage, comme ça, s'interrogeant sur ce qui se passe et se disant, on ne croise pas 3 fois par hasard la même personne. Donc un personnage comme ça, en plus fasciné comme je peux l'être moi-même, et comme le sont les personnages narrateurs de tous mes romans, par cette question comme ça, du hasard objectif, de l'enchantement du réel, des pétrifiantes coïncidences, comme les qualifierait Breton. Et donc ça, c'était une deuxième idée. Donc j'imaginais comme ça un personnage assez jeune, tombant presque amoureux comme ça d'une femme qu'il ne cesse de croiser dans des endroits très très différents les uns des autres. Et là, après, je ne vais pas trop dévoiler de choses pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, mais j'ai affublé ce personnage, Dimitri, une sorte de maladie comme ça, légère, que j'ai moi-même d'ailleurs, qui s'appelle la prosopagnosie. Et la prosopagnosie, c'est la maladie de ceux qui ne reconnaissent pas les visages. Alors, il y a des gens qui sont atteints de prosopagnosie lourde, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent absolument pas les visages, y compris de leurs proches et tout ça. Et puis la prosopagnosie légère, comme moi par exemple, j'ai vraiment du mal à mémoriser les visages. Je ne cesse d'ailleurs de froisser des personnes que je ne reconnais pas et qui s'estiment presque en droit d'être reconnues par moi. Et je dis, je suis désolé, mais... Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, une fois que la personne m'a révélé son identité, j'ai une mémoire de la relation bien plus importante qu'eux. Et donc, je ne me prive pas de leur dire « Ah, mais et voilà ». Et je révèle tout ce que j'ai gardé en mémoire des rares fois où on s'est vu. Parce qu'ils les étonnent toujours, parce que cette prosopagnosie qui me touche, bien évidemment, c'est avec des personnes que je vois à intervalles comme ça irréguliers et peu de temps. Et donc, en effet, là, le doute apparaît chez le lecteur de savoir si, en raison de cette prosopagnosie de Dimitri, c'est vraiment la même personne ou pas. Donc, il y avait cette espèce de trouble qui m'intéressait de travailler dans le roman, parce qu'il me semblait que c'était une situation éminemment romanesque et intéressante, dans un roman où les personnages sont censés être comme ça déterminés, univoques, de savoir si, en réalité, presque le personnage principal de mon roman, une comédie française, donc cette femme qu'il croise à Madrid, puis au Théâtre de la Ville, puis au Café Français, à la place de la Bastille. Dans le fond, est-ce que c'est une seule et même personne? Est-ce que c'est 3 femmes? Est-ce que c'est 2 femmes?
Et en fait, on ne le sait pas. Et je trouve ça assez intéressant à travailler. Et puis, j'avais comme ça d'autres idées en tête. Notamment, ça faisait longtemps que j'avais eu cette idée d'un appartement qui abriterait plusieurs générations de dames. Et comme ça, une femme, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, et puis presque une arrière-arrière-grand-mère. Et comme ça, cette généalogie s'enfonçant dans les méandres, enfin dans les profondeurs plutôt du passé, cette lignée comme ça, puisant sa source quasi à la toute fin du 19e siècle. Donc une femme de 115 ans, peut-être, on ne sait pas très bien son âge. Et donc comme ça, voilà, dans un grand appartement, et puis l'une d'elles était comédienne et aurait créé les premières pièces d'Ibsen sous la direction de Lugnepo, tout ça. Bon. J'avais vraiment cette idée fantasmatique en tête, comme ça, dans un coin de mon cerveau. Et c'est quand ces trois idées se sont mises vraiment à un moment à dialoguer les unes avec les autres que la forme de mon livre s'est mise en place. Et j'oublie une quatrième, pardon, plus importante d'ailleurs que L'appartement avec les vieilles dames. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps et qui m'avait fasciné à la télévision. Non que ce soit un bon film, c'est plutôt un film médiocre, mais vraiment la matière et ce dont ce documentaire traitait m'avait vraiment fasciné, charmé et habité pendant longtemps. C'était un documentaire sur Max Ernst, qui racontait la vie de Max Ernst et qui montrait Max Ernst dans sa relation à la création, à l'amour et aux femmes. Il a eu de grands amours, Max Ernst, et aux maisons. Et à chaque fois qu'il tombait amoureux d'une femme, comme ça, il partait, quittait Paris, puis après il a quitté la France pour les États-Unis, mais il se trouvait une maison et il se fabriquait comme ça, avec ses mains, comme des repères comme ça de contrebandiers, des citadelles de poésie et d'amour pour abriter ce qu'ils allaient vivre et leur création. Puisqu'à chaque fois, il était tombé amoureux de femmes qui étaient elles-mêmes artistes. Et je trouvais cette relation comme ça, là, d'un couple, d'un homme et une femme s'aimant et se retirant du monde et allant presque se cacher comme ça dans un recoin du réel, en général face à de sublimes paysages immémoriaux comme ça, donc en Ardèche et puis plus tard aux États-Unis. Il y a quelque chose qui m'avait vraiment plu et fasciné. Et donc je me disais que je ferais quelque chose un jour. Et puis dans ce documentaire, Max Ernst, comme ça, avec une espèce de bonhomie et de grande simplicité, déclare que quand il était à New York en 1942, il a donné une leçon artistique à un jeune peintre dont il tait habilement le nom. Et il dit, voilà, j'ai enseigné la technique du dripping à un jeune peintre américain. Je lui ai montré comment on pouvait faire des choses très très intéressantes et tout à fait nouvelles en mettant de la peinture dans une boîte de conserve qu'on avait préalablement percée de trous avec un tournevis. Et puis on a solidarisé 3 brins de ficelle à cette boîte. Et puis comme ça, en l'agitant au-dessus d'une toile vierge posée sur le sol, on obtenait des choses tout à fait intéressantes. Et je crois être en droit de dire que de cette leçon donnée à ce jeune peintre est né un nouveau mouvement artistique, l'action painting. Lequel mouvement artistique, et ça c'est moi qui le rajoute, a entraîné le déplacement de l'épicentre artistique mondial de Paris à New York au cours des années 50. Donc ça a été vraiment un cataclysme, c'est-à-dire que jusqu'aux années 50, l'art américain n'existait pas. Les peintres et les artistes américains étaient vraiment considérés comme des régionaux, enfin des gens complètement inintéressants et qui ne pouvaient pas rivaliser avec les artistes européens. C'était vraiment en marge et comme si même ils ne pouvaient prétendre au statut d'artiste, dans la mesure où il leur manquait la maturité, le raffinement, l'élévation intellectuelle et culturelle qu'avaient les Européens, mais que n'avaient pas ces paysans américains. Et tout ça a changé dans les années 50, et je trouve ça assez fascinant, même si bien évidemment c'est faux. On ne peut pas dire que c'est grâce à... On peut pas dire que qu'il y ait eu véritablement un passage de flambeau de Max Ernst. Mais quand même, je trouve ça vraiment intéressant que ce déplacement de l'épicentre et donc la montée en puissance graduelle des États-Unis sur la deuxième moitié du XXe siècle, malgré tout, soit passé par le corps d'un Européen qui avait vécu à Paris en plus, Max Ernst. Je trouvais ça vraiment intéressant et je me suis dit que voilà, il y avait un truc que j'avais envie d'explorer et que j'écrirais volontiers la scène
le moment capital, décisif, où on voit Max Ernst aller chez Pollock et faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure, et commencer à balancer la peinture sur la toile, et que de cette première goutte tombant sur la toile, dire qu'il s'est passé quelque chose, et qu'il y a eu comme une sorte de, voilà, d'événement décisif. Et c'est de là qu'est commencé à me venir l'idée, quand toutes ces pensées comme ça se sont mises à dialoguer entre elles, d'un livre qui serait traversé par une ligne directrice sous-jacente, presque invisible, c'est-à-dire que je ne le conceptualise pas dans le livre, mais c'était vraiment le guide pour moi dans l'écriture de ce roman, qui est celle de l'instant décisif. À la fois dans la vie de Dimitri, sur le plan du destin individuel, mais aussi sur celui des civilisations et des rapports de force internationaux, c'est-à-dire que Dimitri, il est absolument fasciné, disons obsédé par la question, comme je le disais tout à l'heure, de la chance, du hasard, des coïncidences, et surtout, il a besoin de sentir que sa vie a du sens. Il ne cesse de se demander ce qui se passerait s'il faisait telle chose plutôt que telle autre, et très conscient comme ça de ce que la vie puisse prendre un chemin plutôt qu'un autre. Il a un peu peur de passer à côté de sa vie et de rater des rendez-vous. Et bon. Donc il y avait cette dimension-là, d'être à la hauteur aussi de son destin possible. Et de faire dialoguer comme ça dans le roman des structures de causalité sur des plans différents. Donc dans la vie d'un personnage, un jeune garçon de 27 ans qui est journaliste, et après donc sur le plan des grandes comme ça mutations civilisationnelles, en l'occurrence celle d'Internet donc, et de l'émergence de l'expressionnisme abstrait à New York dans les années 50. Comme pour montrer dans le fond que lorsqu'on n'est pas à la hauteur d'une situation dans sa propre vie, qu'on rate quelque chose qui nous fait passer à côté de notre destin et de notre vie, et on voit bien chacun dans nos vies ce qui aurait pu faire qu'à un moment on passe à côté de quelque chose de fondamental et de décisif pour nous, et de faire résonner ça avec cette histoire d'Internet, où on peut se dire qu'en effet, là, il y a eu une succession de décisions, il y a eu des concours de circonstances, des configurations précises qui ont évolué de telle sorte qu'en effet, on peut dire, in fine, qu'on est passé en Europe à côté de quelque chose d'énorme. On aurait pu ne pas passer à côté de cette chose-là. Et pareil, je souhaitais montrer, même si c'est complètement fantasmé par Max Ernst lui-même, puis par Dimitri, ce moment où, dans un atelier de peintre new-yorkais, l'art est passé, disons, pour aller vite, du côté de Paris vers New York, puisque dans les années 50, quand on voit les tableaux produits par l'école de Paris, on voit que quelque chose s'est perdu. C'est-à-dire que vraiment, pendant l'espace de la guerre, avant-guerre, mais vraiment, il y avait une domination sans partage, des artistes français et européens, mais incontestablement. Et si vous regardez des tableaux américains d'avant 42, c'est vraiment des croûtes, quoi. C'est des paysans, c'est des vaches, enfin, quelques exceptions près, quoi. Il y a quelques rares peintres comme ça, mais c'est vraiment... Et puis après, dans les années 50, les Français et l'art européen, mais surtout en France, l'école de Paris s'enlise dans quelque chose d'un peu terne, d'un peu poussière. Alors bien évidemment, il y a des exceptions, Nicolas de Staël, Fautrier, etc. Mais dans sa globalité, on voit bien que la montée en puissance des artistes américains est absolument fascinante, jusqu'à aboutir à une sorte de suprématie incontestable et importante de l'art américain sur la planète. Et l'idée, c'était donc de créer ce personnage qui est journaliste, qui enquête sur le datagramme de Louis Pouzin, donc sur ce rendez-vous manqué de la France avec son avenir, et puis qui rêve de devenir écrivain, et dont le premier projet de livre qu'il a, et sur lequel il commence à réfléchir, c'est Max Ernst enseignant la technique du dripping au jeune Jackson Pollock dans son atelier de la 8e rue Est, qui fait que Dimitri commence à se lancer dans des recherches pour essayer de déterminer la date exacte, le jour exact, presque l'heure à laquelle la première goutte de peinture de Max Ernst est tombée sur la toile vierge de Pollock, produisant cette sorte de cataclysme planétaire du passage de flambeau de Paris vers New York. Voilà. C'est une question. Mine de rien, mais en fait, c'est comme ça que ça s'est mis en place dans ma tête. Vous voyez bien que quand une chose comme ça se met
Après, ça ne s'arrête plus. Et avant que je me mette au travail, il y a vraiment un travail qui est... Enfin, au travail concrètement, c'est-à-dire vraiment à commencer le livre sur mon ordinateur. Il y a vraiment un travail important qui est fait dans ma tête au préalable et dans des carnets pour commencer à faire que cette espèce de petit logiciel qui produit comme ça plein de correspondances, d'échos, et qui est sans fin, qui est comme une espèce de petite turbine à sens, soit à bonne vitesse. Et là, je peux vraiment me mettre à travailler, même si bien évidemment le processus après comprend un grand nombre d'inconnus, choses que je n'avais pas anticipées, et même de frayeur par moment. C'est comme si je partais de Paris en voiture, que j'allais à Marseille, et que je savais que je prenais l'autoroute du Soleil. Je sais que je passe par la Bourgogne, Lyon, et puis un peu plus loin, on voit l'Ardèche, tout ça, donc je vois à peu près le paysage. Mais donc voilà, j'ai la direction, je sais où je vais. Quoique pour ce livre, j'avais pas tout à fait la fin quand je partais, mais disons que j'avais une direction. Mais c'est pas parce qu'on a une direction qu'on sait par avance tout ce qu'on va apercevoir en cheminant et en avançant dans la réalisation du livre. Et là, il peut survenir vraiment des blocages, des angoisses, des problèmes, des soucis. Il y en a eu pour ce livre. Il y en a eu parce que par moments, je me disais que j'étais complètement fou et que ça ne marcherait jamais et que j'avais été trop ambitieux en souhaitant et en rêvant de faire coexister dans un même roman une matière aussi hétérogène, même si cette esthétique de l'hétérogénéité est une esthétique que je travaille depuis longtemps, qui me plaît beaucoup. Je savais en commençant ce livre, j'avais envie de la pousser le plus loin possible, c'est-à-dire vraiment de jouer sur des jeux de contraste, des ruptures de ton et de tessiture, c'est-à-dire que tout ce que je viens d'évoquer là, de ne pas le lisser dans un livre avec une écriture comme ça, homogène et cohérente, mais vraiment de marquer et de souligner même les ruptures de registre. Et donc l'histoire du datagramme et d'Internet, c'est vraiment comme un documentaire en 3 chapitres qui est serti à l'intérieur d'une fiction et d'un roman. Oui, avec une veine très romanesque, une veine presque romantique par moment, une veine sarcastique aussi, ironique, drôle, parce qu'on rigole, il y a des moments humoristiques aussi, très important de le souligner aussi, pour montrer un peu l'étendue justement, vous venez d'en parler, Éric Reinhardt, de la diversité justement des registres. Oui, le désir que j'avais au départ, c'était aussi, au-delà de ce matériau très hétérogène, d'avoir dans un même livre, ça c'est un truc qui m'excite énormément, parce que c'est pas facile à faire, d'avoir comme ça une écriture très sensible, poétique, romanesque, et relevant presque de l'écriture de soi, une écriture très sarcastique, ironique et féroce, et drôle j'espère, comme j'avais pu l'expérimenter déjà dans Le Moral des Ménages ou Existence, et un peu dans Cendrillon, et puis une écriture très documentaire. Que tout ça cohabite dans un même livre, et de faire passer comme ça mon lecteur par différentes émotions et différents états, avec un roman qui éventuellement peut l'emporter comme ça, il veut connaître l'histoire, des chapitres qui lui apprennent des choses tout en lui procurant le plaisir de la langue, puisque les chapitres documentaires, j'ai vraiment travaillé la langue et la musicalité, puisque je suis parti d'enregistrements que j'ai fait de Louis Pouzin et de Maurice Allègre. Et je voulais vraiment que ce soit comme une sorte de mélopée comme ça, très... Maurice Allègre qui faisait partie de l'équipe, il faut le préciser aussi. Et dans le dernier tiers du livre, les 2 registres, fictionnels et documentaires, fusionnent. Le documentaire s'invite dans la fiction, en quelque sorte, et la fiction dans le documentaire, puisque Dimitri va enquêter avec sa petite amie, il va enquêter en Bretagne et part à la recherche de la maison du lobbyiste qui a grandement contribué à la mise à mort d'Internet en France. Donc là, il y a vraiment une incursion de la fiction dans le champ documentaire. Vous écoutez Éric Reinhardt à la librairie Ombre Blanche, jeudi 15 octobre 2020, à l'occasion de la parution de son roman Comédie française chez Gallimard. On our anniversary, there'll be someone else where you used to be. The world don't care, and yet it clings to me. And the moon is gold and silvery. Who knows where the sidewalk ends, or the road will turn and the road will bend. They always say he marks the sparrow's fall.
How can anyone believe it all? Un livre ambitieux parce que mine de rien, vous balayez Eric Reinhardt, si on regarde bien, on part des années 45, 50, enfin voilà, et puis on aboutit finalement à 2000, à nos jours, parce que 2016, c'est le décès donc vous le dites d'entrée de jeu, de Dimitri Marguerite. Je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas chez vous peut-être un goût, une envie de se replonger un peu dans ces années 70 aussi. C'était l'occasion pour moi, je le savais, de retourner aux années 70 de mon enfance, ça c'est sûr. Puis j'ai observé chez les jeunes de cette génération, puisque Dimitri est né en 1989, une vraie nostalgie pour les années 70, comme si les années 70 représentaient pour eux une époque qui les fait halluciner d'ailleurs, d'insouciance, de liberté, comme ça, comme un paradis perdu, avec une vraie fascination pour le cinéma des années 70, la mode, les années 70, l'architecture, les objets, tout ça. Et en fait, c'est le passé, bien évidemment, mais en même temps, c'est la période de la jeunesse de leurs parents, ou de l'enfance de leurs parents, disons, et la période de la plénitude de leurs grands-parents. Donc les années 70, elles ne sont pas lointaines et abstraites, il y a une sorte de proximité, elles circulent dans leur corps, les années 70. C'est comme un rêve qu'ils auraient fait, et ils se souviendraient des années 70 comme on peut se souvenir d'un rêve à son réveil, c'est-à-dire elles sont là encore très présentes, ne serait-ce qu'à travers la présence de ses parents et grands-parents. Donc il y a cette proximité-là qui me tenait à cœur, et donc en effet Dimitri éprouve beaucoup de plaisir à replonger dans ces années 70-là, et moi l'écrivain qui crée le personnage de Dimitri également, bien évidemment. Je me suis amusé à un moment à mettre en scène un moment assez important de l'histoire du datagramme en faisant jouer à chacun des personnages réels, en leur attribuant à chacun un comédien d'un film de Buñuel. Et donc on voit le haut fonctionnaire Maurice Allègre sous les traits de je ne sais plus qui, mais il y a Ambroise Roux, le grand lobbyiste, qui est incarné par Michel Piccoli. Il y a le ministre de la Défense qui est incarné par Claude Pieplu. Il y a Marie-France Pizier qui joue la secrétaire du délégué général à l'informatique. Et donc je fais jouer toute cette scène très importante par ces comédiens d'un film de Buñuel que j'adore, qui est le Fantôme de la Liberté, et auquel Dimitri ne cesse de se référer. Pour revenir à ce que je disais antérieurement, c'est qu'après avoir lu cette brève dans Libération et m'être assuré qu'il y avait vraiment un livre à faire, je me suis mis en quête de rencontrer les principaux protagonistes. Louis Pouzin, donc, l'inventeur du datagramme, cette technologie sur laquelle repose Internet. Et puis, en faisant quelques recherches comme ça sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre personnage très important qui était le délégué général à l'informatique de l'époque, Maurice Allègre, qui avait lui-même recruté Louis Pouzin pour créer en France un réseau comparable à l'ARPANET américain. Parce que les Américains avaient un réseau de transmission de données très efficace, qui était le meilleur au monde, qui s'appelle ARPANET. Nous n'en avions pas, et donc le délégué général à l'informatique avait souhaité qu'on crée en France un réseau. Il avait recruté un jeune ingénieur, du nom de Louis Pouzin. Il se trouve que Louis Pouzin a exaucé les vœux de Maurice Allègre au-delà de toute espérance, puisqu'il a créé un réseau qui était bien meilleur que l'ARPANET américain, en mettant en point cette technologie du datagramme. Je ne vais pas vous raconter ce que c'est là, mais c'est expliqué dans le livre. Et il se trouve que là, les informaticiens, donc Louis Pouzin et Maurice Allègre, se sont heurtés à la résistance très comme ça virulente de l'establishment des télécoms. C'est-à-dire les ingénieurs des télécoms, des gens extrêmement doués, et les ingénieurs des télécoms en France étaient vraiment très en avance, très compétents. La preuve, ils ont créé le Minitel qui, à l'époque, là ça fait marrer tout le monde, mais à l'époque c'était quand même une merveille de technologie, et d'ailleurs c'était une invention unique au monde. On est le seul pays à avoir eu une chose comparable à la maison, et c'était vraiment une préfiguration d'Internet. Mais les ingénieurs de télécom, quand ils ont vu comme ça ces informaticiens vraiment considérés comme des gens subalternes, enfin les gens des télécoms, ils avaient fait des grandes écoles comme ça, puis ça faisait comme des décennies qu'ils œuvraient pour la communication entre les hommes, depuis l'invention du Morse et tout ça, jusqu'au téléphone et tout ça. Ils n'avaient pas du tout envie que des gens comme ça, des nouveaux venus, un peu dépenaillés, viennent leur expliquer comment il fallait concevoir des réseaux. Donc il y a eu comme ça une réaction presque corporatiste, de défiance, de méfiance et même de rejet. Et donc Louis Pouzin et Maurice Allègre sont heurtés au refus catégorique des gens du télécom de travailler ce datagramme, puisque eux, ils poussaient le Minitel.
Et en fait, c'était vraiment deux projets concurrents. Il y avait le Minitel qui reposait sur une norme qui était la norme X25, qui donnait lieu au réseau Transpac, et de l'autre, il y avait le datagramme qui donnait lieu au réseau Cyclade. Et Maurice Allègre, très intelligent, avait dit aux gens des télécoms, et c'est pas grave, je comprends vos réticences, notre projet est encore très flou, il ne va pas marcher tout de suite, il va nous falloir un peu de temps, donc développez le Minitel, faites-le fonctionner, puisque c'est ça que vous voulez faire, et c'est très bien, c'est un beau projet, mais qui est limité dans le temps, par nature, et de par la technologie sur laquelle repose le Minitel. Mais prenez également le datagramme de Louis Pouzin, on vous l'offre, prenez-le, faites-en votre chose personnelle, continuez à le travailler, afin que, lorsque le Minitel aura montré toutes ses limites, le réseau Cyclade puisse se substituer donc, au réseau Transpac, et qu'on puisse remplacer le Minitel par Internet. C'était vraiment, de la part de Louis Pouzin et Maurice Allègre, il y avait une forme d'abnégation, l'intérêt général mis en avant. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas la ramener à eux et à leur truc. Il fallait absolument convaincre les gens des télécoms de le prendre. Et donc, ils ont refusé. Mais néanmoins, Louis Pouzin continuait à travailler dans son laboratoire de l'IRIA à Rocancourt. Voilà. Ça, donc, c'était la première chose. Et il avait déjà été mis à mal par ça, le datagramme. Mais le coup de massue définitif a été porté par un homme qui s'appelle Ambroise Roux. Dans les années 70, c'était le plus gros patron français. C'était le patron de la CGE, qui était un homme très puissant, qui était à la tête d'un consortium industriel absolument considérable, titanesque. Donc il fabriquait beaucoup de choses pour le téléphone, des commutateurs téléphoniques et tout ça, et puis les centraux téléphoniques. Il faisait également l'ancêtre du TGV, des câbles sous-marins. Puis il y avait Alstom, il y avait Alcatel, et qui donc fabriquait le Minitel. Et pour des raisons de concurrence, un peu comme ça, basiques, de concurrence vis-à-vis de Thomson, Ambroise Roux n'a eu de cesse de torpiller presque aveuglément comme ça, et obsessionnellement l'informatique, tout ce qui pouvait relever de l'informatique, pour nuire au patron de Thomson, dont c'était le terrain prioritaire. Et donc il a obtenu de Valéry Giscard d'Estaing, car c'était un fin stratège et un puissant lobbyiste, et un homme assez fascinant, qu'on consultait comme un oracle, c'est-à-dire qu'il excellait à persuader ses interlocuteurs qu'il comprenait le présent mieux que quiconque, et donc savait anticiper l'avenir, si bien que les très hauts fonctionnaires et même les présidents de la République écoutaient Ambroise Roux pour essayer de comprendre le réel et savoir ce qu'il fallait faire. Et c'était un grand manipulateur, et donc il donnait des conseils, et en donnant ces conseils, c'est comme s'il faisait des cadeaux à ceux qui les écoutaient. Et je pense qu'il avait une vraie aura et qu'il fascinait absolument tous les gens à qui il parlait par son intelligence, son élévation, sa culture. Il avait une vraie stature. Je pense que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, mais qui ne pensait qu'à ses intérêts propres et pas à l'intérêt général. Et son obsession, c'était que son groupe, la CGE, prospère, gagne toujours plus d'argent, gagne toujours plus de parts de marché. Et donc, il n'avait qu'une idée en tête, c'était de nuire à Paul Richard, le patron de Thomson. Et pour cette raison, il a convaincu Valéry Giscard d'Estaing de clore le plan calcul, qui avait été initié par le général de Gaulle en 1966, de clore la délégation générale à l'informatique, qui était dirigée par Maurice Allègre, dont je viens de vous parler, ce qui entraînait la fermeture du laboratoire de l'IRIA à Rocancourt, où Louis Pouzin avait élaboré le datagramme, et enfin de mettre fin au consortium informatique européen Unidata, qui était l'Airbus de l'informatique, et dont Paul Richard, le patron de Thomson, était actionnaire. Et c'est pour ça, en fait, Ambroise Roux craignait que si Unidata devienne un groupe puissant et important, son rival, Paul Richard, prendrait du poids, de la hauteur et de l'importance, et ça ne l'arrangeait pas, et même ça nuisait à ses intérêts propres et personnels. Et donc il a fait tout ça, si bien que le laboratoire de l'IRIA étant fermé, Louis Pouzin n'avait plus de budget pour continuer à développer ses travaux. Et donc les Américains se sont emparés du datagramme, abandonné par la France, pour créer Internet. Ils s'en sont emparés en le modifiant juste un petit peu pour pouvoir donner au datagramme leur nom, qui est connu encore aujourd'hui, qui est TCP/IP. Mais c'est pas si différent qu'on puisse dire qu'il s'agit d'autre chose. En réalité, c'est exactement la même chose, mais en moins bien, comme le dit toujours Louis Pouzin, parce qu'il y a eu des pertes de fonctionnalité. Dans l'adaptation du datagramme,
il y a des choses qui se sont perdues et en fait ça aurait été beaucoup mieux conçu si Louis Pouzin avait pu aller au bout de ses recherches. Et donc ça, c'est ce que m'ont raconté Louis Pouzin et Maurice Allègre, que j'ai interviewé plusieurs fois. Alors Maurice Allègre 4-5 fois, Louis Pouzin une longue après-midi, et ils m'ont raconté, voilà, chacun dans le détail, voilà ce qui s'était passé. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'au café, je m'étais dit, j'avais eu l'intuition qu'il y avait forcément eu quelqu'un dans un bureau qui avait dit non. Et en réalité, les deux, ils ne s'étaient pas vus depuis 40 ans, ils m'ont raconté la même chose, et j'ai vu surgir devant moi la figure d'Ambroise Roux, qui donc vérifiait que mon intuition initiale n'avait pas été si mauvaise. Et je me suis mis à enquêter sur Ambroise Roux. Donc l'enquête sur le datagramme se prolonge par une autre enquête sur Ambroise Roux et qui m'a vraiment passionné parce que c'est un vrai personnage de roman comme on n'en fait plus. Il n'y a plus de patron de cette sorte. Aujourd'hui, c'était un personnage balsacien comme ça, très original, qui prenait 3 mois de vacances par an pour pouvoir comme ça réfléchir à ses affaires et donner les grandes orientations stratégiques de son groupe. Il s'occupait que des très très gros dossiers. Et à l'époque, les très gros dossiers, c'est-à-dire ceux qui rapportaient le plus d'argent, en fait, se traitaient dans les salons ministériels, puisque vraiment la CGE, la plus grosse partie de son chiffre d'affaires, elle le réalisait par les commandes de l'État. Et donc le jeu, c'était de parvenir à obtenir de l'État le plus de commandes possible, donc d'être meilleur que ses concurrents, mais pas meilleur parce qu'on est innovant et parce que son entreprise est plus performante, mais parce qu'on a les codes et qu'on sait y faire sur les tapis des ministères, une coupe de champagne à la main, ou lors des chasses en Sologne ou au golf. C'était vraiment comme ça. Et d'ailleurs, Ambroise Roux, il a théorisé cette façon de faire les affaires en forgeant le concept dont il était très fier, qu'il revendiquait, qui est le capitalisme d'influence. Et donc, Ambroise Roux était très fier de raconter qu'en fait, sous le nom de capitalisme d'influence, que être un bon patron, c'était savoir, en fait, en se décrivant lui-même, il donnait la définition de ce qu'est un bon patron. C'est quelqu'un qui sait nager comme ça, en eau profonde, entre l'industrie et l'État. Éric Reynard, si vous le permettez, je peux lire juste un Oui. passage justement à l'appui de ce que vous dites. Un bon patron, selon l'idée que s'en faisait Ambroise Roux et que résume exemplairement son concept de capitalisme d'influence, dont il était très fier, c'est celui qui est assez habile pour nager en eau profonde entre les mondes de la politique et de l'industrie et qui sait intriguer pour faire converger, en apparence tout du moins, les intérêts de l'industriel d'un côté et l'intérêt général censément défendu par l'État de l'autre. Ambroise Roux ne parvenait pas à dissimuler sa malice à l'idée que ce faisant, laissant croire à l'État qu'il le servait au mieux de ses intérêts, alors même qu'en réalité, il ne faisait que poursuivre les seuls objectifs de prospérité de son groupe et en conséquence de la sienne propre. Il retirait de ce système, auprès d'un certain nombre d'observateurs, la réputation d'être un homme suprêmement intelligent et machiavélique. Ambroise Roux compte aujourd'hui encore, pour cette raison, un certain nombre d'admirateurs émerveillés, quand il n'était dans le fond qu'un petit malin extrêmement doué, se disait Dimitri. Et en fait, on vient de là, c'est ça qui est intéressant d'avoir en tête, c'est-à-dire que ça, ce que je décris là, c'est jusque dans les années 80 en fait. C'est intéressant de se dire, d'ailleurs quand on voit Roux de Bézieux, on n'est pas très étonné, c'est intéressant de se dire que les grands patrons français, jusque dans les années 80, en fait, ils passaient leur temps dans les ministères, comme ça, à intriguer avec les politiques pour obtenir des commandes. Et c'est pas ça qui a préparé vraiment l'industrie française à la mondialisation et à la guerre terrible que se livrent les grands groupes internationaux sur un marché ouvert à la libre concurrence. Puisque, en fait, à l'époque, donc vraiment à une date pas si lointaine, ils étaient assez tranquilles. C'est pour ça qu'ils prenaient 3 mois de vacances par an, qu'ils allaient au golf et tout ça. Ils ne travaillaient pas forcément à l'innovation technologique, à la recherche de nouveaux débouchés, tout ça. En fait, ils vivaient sur des mannes assez importantes fournies par l'État. Donc ça, moi, ça m'intéressait parce que à travers tout ça, j'avais aussi envie d'en apprendre un peu plus sur ce que nous sommes, nous, en France, avec les bons et les mauvais côtés, ces spécificités françaises, cette exception culturelle française que je chéris tant. Mais il y a son pendant du côté des affaires et de l'industrie, qui est ce capitalisme d'influence, alors même que dans d'autres pays, aux États-Unis, les industriels étaient vraiment de vrais entrepreneurs qui créaient des entreprises et qui partaient à la conquête de marché. Donc,
il y a quand même quelque chose dans toutes ces histoires qui est intéressant dans ce que ça nous raconte sur notre rapport au risque, à l'avenir, à la création, à la conquête. Voilà, dans le fond, Ambroise Roux n'était pas un grand conquérant, n'était pas un entrepreneur. C'était quelqu'un qui, en fait, de façon assez aristocratique, dans le fond, entretenait l'existant et faisait que les choses aillent au mieux, mais sans forcément voilà, se projeter dans l'avenir et partir à la conquête du monde. Et donc, il faisait tourner les tables, il était féru de parapsychologie. Il a fait un livre, non? Il n'a pas participé à un livre, non? Il n'a pas écrit un bouquin. Si. C'est ça, ouais. Il était fasciné par André Breton. Il avait une œuvre de Marcel Duchamp dans sa garçonnière, parce qu'il avait dit une garçonnière. On peut supposer qu'il invitait des femmes l'après-midi, puisqu'il devait travailler que le matin. Et donc tout ça est quand même très très romanesque et truculent, si ce n'est que voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir et qu'on peut dire qu'il a quand même perfidement trompé la confiance de plusieurs présidents de la République successifs en leur faisant croire que les décisions, enfin en tout cas que les conseils qu'il leur donnait allaient dans le sens de l'intérêt général, quand en réalité il n'allait que dans le sens de son propre intérêt personnel. Parce qu'il y a eu des conséquences aussi après, hein, vous le dites très bien, vous l'écrivez. C'est pas seulement sur le moment qu'il a eu l'influence, c'est qu'en fait après ça a aussi, par rapport à ce que vous venez de dire, la désindustrialisation de la France, qui a failli avoir à l'époque une Europe, il y aurait pu avoir une Europe de l'informatique, et en fait on a raté le coche. Du coup, c'est sûr que... Et c'est vrai que ce qu'a fait Airbus, par exemple, bah, c'est pas... Voilà. Il aurait pu y avoir en effet, tout était... il y avait vraiment un alignement. Ce qui est fascinant en fait, c'est qu'il y avait vraiment un alignement de... C'est-à-dire que rien ne dit qu'on aurait créé Internet en France et en Europe. Mais on avait tout en main pour que ça soit possible. Et il y avait vraiment un alignement providentiel de planètes. Il y avait une configuration idéale pour que la chose se produise en France et disons en Europe. Le web a été inventé par le CERN à Genève, a été une invention libre de droit. Le datagramme a été inventé par Louis Cousin en France. Internet résulte de la réunion de ces deux inventions, le datagramme et le web. Et les Américains ont pris le web, qui était libre de droit, ils ont pris le datagramme en le modifiant un tout petit peu, et ils ont créé Internet. Donc en fait, Internet a été inventé à partir de deux inventions européennes. Même si les Américains, ils avaient fait ARPANET avant, donc ils étaient quand même assez en pointe aussi. Mais en effet, le datagramme fonctionnait bien mieux, le réseau Cyclade fonctionnait bien mieux que ARPANET, et ARPANET est devenu Internet du jour où ils ont intégré à leur protocole le datagramme de Louis Cousin. Et par ailleurs, Unidata, qui était donc un consortium informatique avec la C2I en France, il y avait Philips aux Pays-Bas et Siemens en Allemagne. Donc c'était vraiment, il y avait 3 pays et 3 groupes. Les ordinateurs commençaient à fonctionner et Louis Cousin faisait fonctionner son réseau Cyclade, donc la préfiguration d'Internet, sur des ordinateurs Unidata. C'est-à-dire que vraiment là, si la chose avait continué, on aurait pu avoir la création d'Internet fonctionnant sur des ordinateurs européens. Et ce que dit Louis Cousin à juste titre, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'universités qui étaient demandeuses de réseaux de transmission de données. D'ailleurs, Internet, au départ, a été massivement utilisé par les étudiants et les universités, et en particulier américaines. Et Louis Cousin, il était en discussion avec des universités européennes pour mettre au point ce réseau de transmission de données. Et Louis dit que si on n'avait pas abandonné le datagramme et si on avait créé ça en France, les universités américaines se seraient alignées sur leurs homologues européennes. Et donc, en fait, la norme aurait été le datagramme. Et donc, aurait été le fait qu'il y avait toutes les universités du monde qui auraient adopté ce réseau de transmission de données. En fait, de facto, la création aurait été validée en France. Et en fait, ce qu'ont fait les Américains, c'est qu'ils ont rusé, puisque après l'abandon du datagramme, Louis Cousin et quelques autres scientifiques européens, mais même américains, spécialistes des réseaux de transmission de données, ils se sont mis d'accord pour établir une norme internationale. Et Louis Cousin avait dit: laissez-moi quelques mois pour apporter de nouvelles améliorations au datagramme. Et une fois que j'aurai apporté ces améliorations, on en fera une norme commune. Et en fait, il y a 2 Américains qui pourtant faisaient partie de ce réseau d'experts et de chercheurs et qui passaient leur temps à dialoguer entre eux. Il y avait des consortiums où ils parlaient de réseaux de transmission, tout ça. Il y en a 2 qui ont dit non, mais nous, on ne va pas vous attendre, on est trop en avance, on va créer notre truc, faites votre norme si vous voulez, mais nous, on va faire la nôtre. Donc c'est Bob Kahn et Vint Cerf.
les créateurs officiels d'Internet. Et donc, ils ont créé Internet en rusant, puisque en fait, Louis Pouzin dit que, comme ça a vu le jour 15 ans plus tard, ils n'étaient pas aussi en avance qu'ils le prétendaient. Simplement, ils ont rusé parce qu'ils avaient compris, eux, et alors ça, il faut le mettre à leur crédit, définitivement, que c'était le champ de bataille de l'avenir et qu'il fallait aller vite et qu'il fallait être les premiers et les seuls à s'implanter sur ce territoire pour le faire fructifier et en tirer des richesses. Alors que nous, et c'est à mettre à notre crédit sur un autre plan, c'est ce qui fait la beauté d'une certaine élégance, ça, en fait, on n'était pas du tout dans une chose comme ça, industrielle ou de prospérité ou de... En fait, on était dans un esprit de coopération internationale, alors que les Américains avaient compris que sans doute, il y aurait à un moment ou à un autre de l'argent à se faire, et que, puisqu'il y avait de l'argent, il y aurait forcément à un moment ou à un autre de l'argent à se faire, il valait mieux être les leaders. On l'a dit au début, c'est aussi un roman bien sûr critique. Hein. Dimitri prend position, il y a un côté satirique, critique, un côté engagé, enfin un côté politique dans ce roman. Je ne sais pas, vous le revendiquez avec Reynard? Oui. Hein, totalement, ouais. Moi je trouve que je l'ai lu comme ça. Enfin, il est très à gauche, mon Dimitri. Et en effet, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, tout de suite, j'ai pressenti le potentiel satirique qu'il pouvait y avoir à revenir sur cet épisode navrant. J'avais envie de prendre la droite à son propre jeu et à prendre dans ses contradictions en leur disant mais vous qui passez votre temps à la télévision, dans les débats ou dans les diverses allocutions et les tribunes, à dire qu'en fait, si on est à la traîne de la mondialisation, c'est à cause du modèle social français trop onéreux, c'est à cause du code du travail trop contraignant, c'est à cause des 35 heures. Roux de Bézieux, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il a dit quand même, là, ça ne va pas du tout. Il faudrait, à un moment, qu'on en arrive à mettre sur la table la question de la durée du temps de travail, une fois de plus. Mais là, il va plus loin, il dit des jours fériés et des congés payés. Comme si le patron du MEDEF, en fait, pour vraiment que la France aille mieux et qu'on retrouve la prospérité, c'était pas eux les coupables, c'était pas les industriels, c'était nous, quoi. C'était trop de jours fériés, trop de vacances, et on ne travaille pas assez dans la journée. Et donc, les gars, quand on leur apporte la technologie d'Internet sur un plateau, ils ne sont même pas foutus de l'exploiter, ils la laissent partir aux États-Unis. Donc voilà, j'avais envie de rentrer dans cette humeur-là. Et donc il y a des pages entières dans le livre où Dimitri, comme ça, s'abandonne à sa verve comme ça, destructrice et satirique, en tapant sur une forme d'immobilisme et de conservatisme de ceux-là même qui se prétendent dans le mouvement et dans la création, à savoir les industriels et les gens des affaires. Alors que Dimitri est dans le mouvement, lui justement. Il a comme livre de chevet, c'est ce que je me suis dit, les essais de Michel de Montaigne. Je pense que ce n'est pas un total hasard, parce que vous disiez d'entrée, en commençant cet entretien, Éric Reinhardt, que voilà, vous êtes toujours un petit peu intéressé par ce côté, le moment décisif, du fait que dans la vie, on peut... Bon. Et c'est vrai que, mine de rien, le roman, on ne peut pas en donner une idée comme ça en une heure, parce que c'est vrai qu'il est tellement riche. Et il y a un côté romanesque aussi, on suit ce parcours de Dimitri qui fait ses rencontres, il discute souvent avec une amie à lui, Alexandra, je crois, avec qui ils ont des conversations sur la rencontre amoureuse, sur plein de choses à aborder. Il y a des pages étonnantes, très belles aussi, très originales, sur la mondialisation, sur l'uniformisation du monde, sur la piétonisation des villes. Enfin bon, vous voyez, mine de rien, tout ça fonctionne en résonance. Et je me disais, les essais de Montaigne, c'est quand même un auteur qui a mis en avant la littérature à saut et à gambade, où on passe d'un thème à l'autre. Est-ce que pour vous, Montaigne est un auteur, un écrivain important? Oui, là. Ça me paraît évident, mais bon, c'est un peu sous l'égide de Montaigne, ce livre aussi. Voilà. À un moment donné, il y a un livre de Claude Simon aussi, Le Jardin des plantes. Voilà, merci de votre attention. C'est le très beau roman d'Éric Reinhardt, Comédie française au pluriel, donc chez Gallimard Collection Blanche. C'est en tout cas un des grands romans de cette rentrée littéraire. Merci beaucoup, Éric Reinhardt, d'être venu à Mont-Blanche. Et on passe à la dédicace. Je crois que Hélène, on s'installe ici, on reste ici. D'accord. Merci de votre attention. Beaucoup. Bonne soirée. Merci. À tout de suite. Le roman d'Éric Reinhardt, Comédie française, est publié aux éditions Gallimard. Chez ce même éditeur, Éric Reinhardt a aussi fait paraître L'amour et les forêts en 2014, ainsi que La chambre des époux en 2017.
Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 15 octobre 2020. I'm the operator with my pocket calculator. I am adding and subtracting. I'm controlling and composing. I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator. I am adding and subtracting. I'm controlling and composing. By pressing down a special key, it plays a little melody.